Alors, pour cette ouverture, nous sommes quatre. Je vais essayer d'être court, moi aussi, sur ce registre. Et il y a deux personnes à distance que je salue, bien sûr. Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère, qui va nous exposer les différences entre la politique française et la politique allemande sur les questions de l'énergie. Dorothée Coucharière, directrice des affaires européennes chez Engie, qui va nous présenter la manière dont les entreprises s'approprient le dispositif européen, les contraintes et les opportunités. Et en présentiel, Vincent Fristo, adjoint au maire à la ville de Grenoble et président de GEG. Et quand on vient ici, on est tout de suite frappé par le bâtiment de GEG, bien évidemment, Gaz, Électricité, Grenoble. Donc, la vision grenobloise des énergies et des questions énergétiques actuelles. On m'a demandé de faire un peu une petite introduction sur les sujets européens en étant le plus court possible. Ce n'est pas forcément facile avec le sujet européen, mais si on regarde ces questions, on voit bien évidemment toute une série de statistiques. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long en la matière, mais les plus gros consommateurs d'énergie du monde aujourd'hui, en volume, sont successivement la Chine, à hauteur de 26,5%, les États-Unis, 15,6%, et l'Union européenne, 10%. Mais si on fait les trois, on dépense plus de 50% en matière énergétique. Ce n'est pas tout à fait négligeable, bien évidemment. Si on regarde l'Europe et l'énergie, on peut faire quelques constats. D'abord, les États membres de l'Union européenne, les 27 États membres, ont la maîtrise de leur politique énergétique, comme le dit le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cela explique beaucoup de différences entre les États membres sur ces questions. En même temps, les circonstances actuelles ont poussé l'Union européenne à aller vers une Union européenne de l'énergie pour travailler dans la solidarité entre les 27 États. Si on regarde quelques éléments sur l'Europe et l'énergie, une politique européenne de l'énergie se met en place ces dernières années avec plusieurs objectifs, compte tenu de toutes les exigences différentes d'ailleurs d'aujourd'hui, ce n'est pas à négliger. Cette politique s'appuie, et je ne vais pas vous faire le discours, sur énormément de directives, de règlements européens, de décisions, de politique de l'Union. C'est considérable. Quels sont les objectifs majeurs? On peut les résumer très rapidement. Diversifier les sources d'énergie de l'Europe et garantir la sécurité énergétique grâce à la solidarité et à la coopération entre les États membres. J'espère que ça se fera. Assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie afin de garantir la libre circulation de l'énergie avec les infrastructures européennes adéquates. Veiller à l'efficacité énergétique et réduire la dépendance en matière d'importation d'énergie. Développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'énergie marine, l'hydroélectricité, la biomasse, l'hydrogène. Décarboner l'économie et se diriger vers une économie à faible intensité de carbone, conformément à l'accord de Paris. Et enfin, dernier objectif, développer la recherche dans le domaine de l'énergie, par exemple dans le domaine des batteries. Voilà tout le programme de l'Union européenne en matière d'énergie, bien sûr. Et les objectifs de ce programme sont très ambitieux, très exigeants, surtout lorsqu'on constate les modèles énergétiques souvent différents entre les États membres. Comme on peut le voir, si on prend par exemple, là encore quelques statistiques, les énergies fossiles sont très importantes pour la production d'électricité, notamment en Pologne, 72% d'électricité provient du charbon. Grande importance aussi en Grèce et en République tchèque. Si on regarde l'Estonie, une électricité qui provient à 76% de l'exploitation des schistes bitumineux. Il ne faut pas oublier l'Allemagne qui avait imaginé de tourner le dos, y compris au charbon, bien évidemment, et là, qui a beaucoup de mal à s'en dépêtrer, puisque c'était 2038, arrêter d'utiliser le charbon en Allemagne, et la guerre en Ukraine a bouleversé les choses. Si on prend le nucléaire, toujours en Europe, bien évidemment, le nucléaire, ce n'est pas le même partout, et vous le savez bien. La France dispose de 56 réacteurs nucléaires pour une production de 63% de sa production d'électricité.
Et elle a le projet d'en avoir encore d'autres réacteurs nucléaires plus modernes, bien évidemment, des petits réacteurs, si j'ai bien compris, dans les années qui viennent. Il y a en Europe 126 réacteurs nucléaires dans l'ensemble des 27 États membres. L'Allemagne a souhaité tourner le dos à cette énergie et elle a souhaité pour la fin de cette année, si on regarde là encore les choses. Cette stratégie spécifique, effectivement, était liée à l'idée de, au fond, la peur du nucléaire en Allemagne. Et Mme Merkel nous avait montré qu'elle avait peur du nucléaire compte tenu de Fukushima. Alors, c'est vrai que sur ce registre-là, on constate que l'énergie nucléaire, pendant longtemps, n'a pas fait l'unanimité. Il y a des sondages très récents sur ces sujets qui montrent que les États européens, ou dans les États européens, il y a un avis moins défavorable au nucléaire. C'est intéressant à observer. Je vous renvoie à un travail fait par la Fondation Schuman en la matière qui montre que même en Allemagne, on commence à se dire que tout compte fait, le nucléaire, ça serait peut-être une bonne chose. Non pas les autorités allemandes, mais la population allemande. Il y a des chiffres qui sont intéressants à observer. Si l'on fait, il y a aussi une baisse de la consommation du gaz depuis 2022 par rapport à l'affaire et d'encore la guerre en Ukraine. Cette baisse, elle est plus ou moins importante suivant les pays. Elle est très importante en Finlande, moins 48%, moins 31% en Lituanie, moins 30% en Suède, 22% aux Pays-Bas ou en Estonie, moins 22% aux Pays-Bas en Estonie. Pour les énergies renouvelables, certains pays montrent l'exemple de manière assez nette dans l'Union européenne. C'est le cas de la Suède, 60% d'énergie renouvelable, la Croatie, 30%, la Bulgarie, 23%, la France est pas loin de 22%, 21,5%. Alors, il y a beaucoup de différences dans les politiques nationales et ça sera important dans la table ronde sur la question de l'adhésion, en quelque sorte, aussi sur ce sujet. Il faut réussir à une sorte de cohésion européenne en matière d'énergie, cohésion pour la transition écologique, la transition énergétique, la décarbonation, aussi sur la question de la souveraineté européenne en matière d'énergie. Alors, c'est vrai qu'il est indispensable d'avoir aussi, et ça vient d'être évoqué par le commissaire Thierry Breton, une politique industrielle européenne essentielle pour les technologies de l'avenir, et notamment dans le domaine des batteries, mais bien d'autres domaines aussi. Ça permettait de répondre à la concurrence chinoise et à la concurrence américaine pour son plan IRA. Les institutions européennes se sont mises d'accord, et c'est un petit événement. Les Français avaient un peu peur de cet événement, se sont mis d'accord le 30 mars 2023 pour qu'il y ait 42,5% d'énergie renouvelable en 2030, avec l'obtention par la France que l'hydrogène produit à partir d'électricité d'origine nucléaire soit intégré dans le dispositif. Les Allemands avaient freiné très largement en la matière, les Français ont obtenu ce qu'ils souhaitaient dans ce domaine, mais ça suppose beaucoup de solidarité. Alors, je passe la parole, bien évidemment, tout de suite aux sénateurs pour évoquer d'autres sujets, bien sûr. Merci. Monsieur le sénateur, vous avez la parole. Je ne vous vois pas là où je suis. Je suis là. Oui, tout le monde vous voit, sauf moi. Eh ben, bonjour à tous. Et d'abord, désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. J'avais prévu ça, mais à la fois les mouvements je dirais justifiés pour la réforme des retraites et puis ma présence ce matin au Conseil constitutionnel justement en lien justement avec cette réforme du retraite m'oblige à intervenir en visio. Donc voilà, déjà m'excuser pour cette manière d'intervention. Non, peut-être pour prendre la suite sur ce que vous avez dit et sur moi, on m'a demandé plutôt de parler à la fois sur peut-être le contexte général et puis peut-être oui la différence de politique au niveau européen et peut-être plus particulièrement entre la France et l'Allemagne. Peut-être revenir sur quand même le contexte général. C'est vrai qu'on a quand même un objectif
européen, mais que du coup la France doit s'appliquer sur déjà l'objectif zéro carbone d'ici 2050. Et donc cet objectif nécessite qu'on intervienne à tous les niveaux, et évidemment la question énergétique est particulièrement importante. Et on sait que sur cette décarbonation, la question justement de l'électricité et l'utilisation de l'électricité, le passage des voitures, on va dire des véhicules carbonés vers des voitures électriques, la question aussi sur la rénovation thermique. Au passage, c'est vrai que c'est un sujet aussi important en termes de diminution justement des utilisations en termes d'énergie et d'électricité. Et je suis rapporteur d'une commission d'enquête actuellement au Sénat justement sur les politiques de rénovation thermique des bâtiments. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir par exemple une tentation de dire ce n'est pas tellement nécessaire de rénover les bâtiments, autant mettre du chauffage électrique qui est décarboné, puisqu'on est à 70% sur une énergie nucléaire en France, et puis le tour est joué. On voit bien que ce n'est pas tout à fait ça, et qu'on a quand même besoin, et on aura besoin de travailler sur la sobriété. Donc, je pense que c'est déjà le premier mot, en tout cas, sur lequel il faut parler quand on parle d'énergie, puisque le but qu'on a, c'est de consommer le moins possible d'énergie globale et d'électricité. Mais si on voit les projections justement d'ici 2050 de RTE, c'est plus 60% justement d'augmentation de la part de l'électricité. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il faut aussi travailler sur la diminution et sur la sobriété, mais aussi sur comment on va produire cette électricité et comment on va la produire de manière décarbonée. L'autre aspect peut-être sur le contexte général et qui n'est quand même pas négligeable, c'est le fait qu'on est sur un système européen, qui va même parfois au-delà, mais en tout cas sur un système européen avec un réseau interconnecté. Ça, c'est quand même assez important, c'est-à-dire que l'ensemble des réseaux au niveau européen sont interconnectés et que du coup, on a un marché européen d'électricité avec des échanges qui se font. Et on a vu d'ailleurs avec un marché de l'électricité et sur lequel on a voulu donner une valeur en tout cas marchande à l'électricité. Et on voit d'ailleurs toutes les problématiques que ça peut poser aujourd'hui avec l'envolée des prix, l'absence de maîtrise sur les prix de l'électricité et notamment sur toute la question de la spéculation sur ce bien qui devient un bien évidemment très important. Sur la politique française, donc vous l'avez dit, on a un choix du nucléaire qui a été fait très tôt, et on est à, je crois que vous avez dit, 50, on est à plus de 70% de production d'électricité par le nucléaire. Donc c'est un choix historique de la France, que certains autres pays européens ont fait également, mais pas tous, et vous l'avez dit, et au niveau mondial. Et c'est vrai que sur toute la question du nucléaire, moi je ne vais pas rentrer sur pour ou contre le nucléaire, c'est pas forcément le débat, même si c'est un sujet important, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que de toute façon, à l'échelle mondiale, on ne réglera pas le problème de la production électrique et la problématique énergétique avec le nucléaire, parce que tout simplement, on manquerait d'uranium sur les projections qu'on peut avoir à l'échelle mondiale. Donc déjà, on peut savoir que ce n'est pas de toute façon une solution à l'échelle mondiale. Mais ce choix-là a été fait par la France, avec cette production électrique, avec une part de production hydroélectrique aussi qui est, mine de rien, assez importante. Et on est un territoire, l'Isère, je dirais la région Rhône-Alpes, très importante en hydroélectricité et en production électrique. Mais c'est vrai que sur notre stratégie de production d'électricité, en se basant essentiellement et quasi essentiellement sur la production nucléaire, c'est vrai qu'on avait une trajectoire avec des centrales nucléaires qui arrivent en fin de vie, on va dire, après 40 ans. C'est ce qui est en train de se passer. Et puis, on s'était dit, il va y avoir les EPR qui vont venir justement faire ce lien et puis faire qu'on puisse poursuivre sur cette lancée. La problématique, c'est que ces EPR, pour l'instant, c'est une technologie qui n'est pas totalement au point. Si je prends l'EPR de Flamanville, qui a été réfléchi, et les premières études en 89 qui devaient sortir et être terminées dans les 20 ans après, on voit qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas opérationnel. Et donc, on arrive un peu à un effet ciseau parce que cette production nucléaire, elle est en baisse. En tout cas, on est face à cette problématique. Et en même temps, ce que je disais au début, il y a nécessité, on a une consommation électrique qui augmente liée justement à de nouvelles utilisations.
Donc, on est un peu dans cet effet ciseau. Et donc, la vraie question, c'est de se dire comment et quelle trajectoire on prend, justement, pour répondre à cette question-là, je dirais de manière très rapide. Et c'est sûr que la question des énergies renouvelables, pour le coup, devient une vraie réponse, parce que c'est une possibilité très rapide de pouvoir produire de l'électricité et de venir compléter, et en tout cas, au moins, de passer cet effet ciseau. Et donc, on a cette nécessité de booster, d'aller très vite sur ces énergies renouvelables, qui peuvent être diverses, évidemment, l'éolien, évidemment le photovoltaïque, l'hydroélectricité aussi, parce qu'on a des exemples sur notre territoire où on sait qu'on peut encore, on ne va pas faire peut-être de nouveaux barrages, mais on sait qu'on peut encore améliorer la production électrique. Et donc, on a effectivement des exemples avec l'IVGAV, notamment sur notre territoire. Donc, voilà du coup où on en est. Et c'est vrai que la France a pris un sacré retard, notamment sur la production en énergie renouvelable. On est à peine à 19%, et la trajectoire, ce qu'on aurait dû atteindre aujourd'hui, c'est 23%. Et on est le seul pays européen à ne pas avoir atteint nos objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Donc ça, c'est une première problématique. On voit que c'est un problème aussi d'investissement. Si on reprend pareil ce que peut projeter RTE, on aurait nécessité de doubler les investissements si on veut vraiment justement tenir notre trajectoire et faire évoluer, en tout cas augmenter notre part de production d'énergie renouvelable. Derrière ça, je passerai rapidement, quand on parle d'énergie renouvelable, ce qui peut être aussi intéressant, c'est toute la question de la filière et de tout ce qu'on peut mettre en place pour justement cette production d'énergie renouvelable. Et si je pense au photovoltaïque, on est également un territoire sur l'Isère ou sur Rhône-Alpes avec de vraies possibilités. Vous avez parlé des batteries, mais aussi sur le photovoltaïque. Il vous reste encore une entreprise alors qui ne fabrique plus totalement des panneaux solaires avec Photowatt, puisque les plaques de silicium sont envoyées en Chine, reviennent, mais évidemment, on pourrait faire mieux. Et là, il y a des enjeux très importants en matière de filière. On a du silicium sur l'Isère et sur la région Rhône-Alpes, également avec la Savoie. On a encore le savoir-faire sur le photovoltaïque. Et donc, il y a un enjeu énorme en termes de développement sur justement ce photovoltaïque et relocaliser cette production de photovoltaïque à l'échelle européenne, mais évidemment aussi en France. Un petit point quand même d'alerte aussi, parce que c'est vrai qu'on a eu un texte très récemment et qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale, je reviendrai très rapidement tout à l'heure, sur le nucléaire. Il y a quand même un point très important. En même temps, on a eu les annonces du président Macron sur la question de l'eau. C'est un sujet qui est loin d'être anodin, c'est-à-dire que là, on prévoit 6 EPR supplémentaires, très bien, on va les mettre à côté de fleuves. On sait déjà qu'en termes, et sur les 10-20 ans, on regarde des études scientifiques, une vraie problématique sur l'eau et donc sur le refroidissement. Et on sait qu'on a déjà des arrêts de centrales l'été pour ces raisons-là. Et donc ça, c'est un vrai point d'alerte parce qu'on n'a pas l'impression qu'on ne prend pas suffisamment en compte. Et qui, du coup, risque d'avoir des conséquences. Et c'est d'autant plus pour ça qu'on a besoin, justement, d'avoir cette capacité en termes d'énergie renouvelable en complément à développer et donc de booster cette partie-là. Et puis, un autre aspect aussi sur l'uranium, parce qu'on parle souvent de dépendance et de souveraineté. On est à 100% dépendant justement sur l'uranium, et on sait que par exemple actuellement on a de l'uranium et une grande partie qui vient de Russie via des entreprises, puisqu'on a fait on a boycotté le gaz, etc., mais qu'on achète encore du coup de l'uranium en Russie, donc qui pose aussi des problèmes. Donc c'est un des avantages aussi des énergies renouvelables, c'est qu'on a une dépendance du coup d'une indépendance plutôt totale. Sur l'Allemagne, pour aller rapidement, c'est vrai qu'ils ont fait d'autres choix, vous l'avez rappelé, basés sur les énergies fossiles, avec une grande partie du gaz, mais ils ont fait le choix, oui, d'abandonner le nucléaire et de booster très fortement les énergies renouvelables. On peut dire que dans leur orientation, dans leur choix politique, ils se sont plutôt pas mal débrouillés, puisqu'on est à quasi plus de 40% de production d'énergie renouvelable en Allemagne,
et donc ça a été quand même un boost très important. C'est vrai qu'ils avaient choisi en fait de s'appuyer sur le gaz avec ce qui s'est passé. Monsieur le sénateur, il faut Oui, penser au temps. oui, je me dépêche. Donc, rapidement sur la main, ils ont fait ce choix sur le gaz. On a vu ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Et donc, du coup, on a une énergie de transition qui est le charbon. Mais de la même manière que pour moi, le nucléaire devrait être cette énergie de transition en France et qui doit permettre justement de rééquilibrer en fait notre mixte énergétique. Pour peut-être terminer sur les options en France qu'on peut avoir, je vous ai parlé des textes qu'on avait pu avoir. Il y a je pense, une vraie problématique actuelle sur la manière d'aborder les choses. On a eu un texte sur les énergies renouvelables où on s'est dit, il faut qu'on booste les énergies renouvelables et qu'on les fasse monter. Puis juste après, on a eu un texte sur le nucléaire en disant, non, en fait, c'est le nucléaire qui va prendre à 70-80% la part de la production d'électrique. Donc déjà, une contradiction. Et puis, on va avoir la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va arriver après et qui devrait être pourtant le texte qui devrait donner justement les grandes lignes et les orientations de notre mix énergétique. Donc, on voit que pour l'instant, en tout cas, on est en train de vraiment de marcher à l'envers et de faire les choses. Donc, on attend avec impatience justement ce texte plutôt général qui va donner nos grandes orientations. Et moi, il me semble que sur ces questions énergétiques, et c'est pour ça que je salue, et je terminerai par là pour vous rassurer sur votre initiative, c'est que je pense qu'on a un vrai débat, besoin d'un vrai débat citoyen sur ces questions et sur ces choix énergétiques. Parce que les choix qu'on va faire aujourd'hui, c'est des choix. On le voit d'ailleurs sur le nucléaire, 40 ans après, on se retrouve avec les mêmes problématiques en termes de traitement des déchets, en termes de poursuite des centrales, etc. Et donc, ces choix-là, on sait qu'on va ils vont nous engager pour 30, 40 ans. Et donc, je pense qu'on a besoin d'un vrai débat citoyen. Et je terminerai par là. Je suis désolé d'avoir été trop long, mais comme ça, je donne mon temps puisque je ne pourrai pas participer à la table ronde de tout à l'heure, justement, parce que je vais essayer d'avoir un train. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite des échanges riches. Merci. Merci, monsieur le sénateur, parce qu'effectivement, la table ronde va se préoccuper de ces sujets. Je passe la parole maintenant à madame Dorothée Coucharière, qui est juste derrière, au-dessus de moi, si on peut dire en image. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci encore pour cette invitation à participer à ces beaux débats que vous organisez et de permettre ma participation à distance puisque je suis basée à Bruxelles. Et donc, au cœur de ces discussions européennes dont M. Gontard a parlé, comme vous le savez, l'énergie est revenue un peu au centre des discussions à Bruxelles avec la guerre en Ukraine, mais en réalité, nous, en tant qu'entreprise, ça fait quand même des années qu'on est sur cette trajectoire de transition énergétique. Et avant la guerre en Ukraine, la Commission européenne avait déjà proposé un Green Deal plan et une loi climatique qui vise la neutralité carbone à horizon 2050. Et chez Engie, on a plutôt embrassé ceci comme une opportunité, puisque aujourd'hui, 45% de nos investissements de croissance annuels, en fait, sont sur les énergies renouvelables. Vous m'avez demandé un petit peu de vous dire comment les entreprises vivaient un peu cette transformation à Bruxelles. Bien, tout d'abord, c'est vrai qu'on a dû traiter l'urgence. Il y a certains États qui dépendaient fortement du gaz russe attribué en fait par pipeline. Voilà, donc ceux-là, effectivement, se sont diversifiés de manière un petit peu violente. À l'été dernier, ça a provoqué la hausse des prix qu'on a connue sur les marchés de l'énergie et une réponse assez rapide des États pour contrer les effets pour les consommateurs. Le temps de ce stress, de l'urgence un peu venu, on a fixé des objectifs un peu plus ambitieux par rapport à ce plan Green Deal. On a renforcé le volet efficacité énergétique, puisqu'il y a un accord maintenant qui est parvenu au niveau européen pour diminuer d'un peu moins de 12% la dépense énergétique dans l'Europe, donc c'est assez ambitieux. Il y a un volet, bien sûr, diversification du mix de production avec plus de renouvelables. Évidemment, le comment est toujours un peu en discussion, plus de renouvelables, mais aussi plus de décarbonés de manière générale, ce que défend fortement la France avec son mix particulier et d'autres pays européens par ailleurs. Et puis, évidemment, les diversifications et puis des gaz verts dont on aura besoin aussi pour pallier
aussi à ces molécules et au fait que l'électricité peut être aussi parfois dure à acheminer sur le long terme, à stocker et intermittente. Voilà, donc nous, on a vraiment ce panorama de solutions qu'on essaye de faire avancer au niveau européen. Ça fait 2 ans qu'on discute les modalités d'application de ce Green Deal et comme vous l'avez bien dit, il y a des différentes approches de la part des États membres sur le comment. Le problème souvent, c'est qu'on discute peut-être un peu trop du comment et peut-être qu'on devrait laisser davantage le soin du comment aux États membres et fixer des objectifs tout en donnant les moyens. Comme vous le savez, il y a une réponse très, très forte là des États-Unis à la dépendance vis-à-vis des pays asiatiques, notamment pour un certain nombre de technologies d'électrification et autres d'ailleurs. Et l'Union européenne, en fait, s'est rendue compte qu'elle avait un Green Deal sans plan, entre guillemets, donc avec des objectifs et finalement des moyens encore pas très concrets pour y arriver. Donc on essaye de se doter au niveau européen de ces moyens. Est-ce qu'ils seront suffisamment ambitieux pour réellement porter ces besoins? Ça, c'est une autre question, c'est en cours de débat. On ne pourra pas tout relocaliser, malheureusement. Donc, il faut quand même être dans une approche un petit peu stratégique où effectivement on vise ce qui est stratégique au niveau européen et fondamental pour garantir cette autonomie nécessaire à la préservation de nos intérêts économiques, mais en même temps garder quand même un certain nombre d'ouvertures commerciales avec des pays amis qui sont dans la même logique que nous, qui ont peut-être de fait pas de ressources naturelles idoines pour couvrir tous leurs besoins et c'est important qu'on garde un petit peu cette dichotomie. Voilà. Heu, sur, sur les différences entre États, encore une fois, on a tendance à caricaturer un petit peu les relations franco-allemandes et c'est vrai qu'elles s'exacerbent là particulièrement autour du nucléaire, mais enfin globalement, je pense qu'on est tous un peu à la recherche la meilleure façon de faire et qu'on s'accorde un peu à dire que c'est pas tellement une question de montant des aides, et cetera, puisqu'il y a beaucoup d'aides au niveau européen, mais sont-elles bien allouées? Sont-elles ciblées vraiment sur les mises à échelle de ces technologies plutôt que sur l'innovation? Voilà, il y a pas mal de questions à se poser sur ce point et c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, on peut constater que c'est pas toujours approprié et que le retour sur investissement est pas toujours approprié. Il y a des outils qui sont mis en place, comme les PIEC, on l'a vu sur les batteries, on l'a vu sur l'hydrogène. Alors c'est très bien, mais ça met quand même un certain temps à se mettre en place. Donc voilà, il y a certainement mieux à faire pour aller plus vite. Et peut-être qu'en discutant un peu moins des détails au niveau européen, on arrivera à aller plus vite et à convaincre un peu plus les territoires que c'est aussi dans leur intérêt développer localement, redévelopper des savoir-faire, accueillir des énergies renouvelables et autres projets qui pourraient justement créer des nouveaux emplois dans l'objectif de cette transition énergétique. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je ne veux pas prendre plus de temps parce que je sais que vous êtes en retard sur le programme. Donc si vous avez des questions particulières, merci. voilà, je suis à votre écoute. Merci madame. Merci madame donc, de respecter le temps. Comme ça, je peux passer la parole à mon voisin, Vincent Fristeau. Merci, bonjour à vous toutes et tous, mesdames, messieurs les élus, les directeurs, les présidents. Mesdames, messieurs, je vais rapidement donc, donner quelques éclairages puisque le temps est très court sur la situation donc, à Grenoble en tant qu'adjoint au maire de Grenoble, chargé de la transition énergétique, et puis en tant que président de Gaz Électricité de Grenoble, qui est une spécificité dans le territoire national d'entreprises locales de distribution d'énergie. Alors ici, à Grenoble, nous avons une vision territoriale de l'énergie qui vise à conjuguer les enjeux climat, action d'adaptation, d'atténuation du changement climatique, en lien évidemment avec les enjeux sociaux, les enjeux de justice sociale. Et donc, bravo aux organisateurs de la journée qui permet donc ce carrefour d'échange sur ces sujets ô combien importants. Je rappellerai qu'ici, et ça a été un petit peu dit en filigrane par le sénateur Gontard, c'est bien la houille blanche, l'hydroélectricité qui a marqué finalement l'essor il y a 150 ans de notre métropole. Et donc, on a finalement appuyé notre développement ici grâce à cette énergie renouvelable qui coule des montagnes et dont on exploite encore les bénéfices
malheureusement, on ne pourra pas exploiter beaucoup plus que ce qu'on connaît aujourd'hui, les principales sources étant exploitées. Ce qui est important de souligner ici, c'est que les entités publiques, je parle au nom de la ville de Grenoble, mais on peut dire aussi de la métropole, ont construit des outils propres en matière de stratégie énergétique. C'est vraiment une spécificité, une spécificité, l'idée de répondre aux besoins du territoire. Je citerai la Compagnie du chauffage urbain. Il faut savoir qu'ici, nous avons une société publique qui exploite le réseau de chaleur qui est le 2e de France. C'est lié, là encore, à une ressource locale, le charbon de la Mure, mine fermée aujourd'hui, mais qui a permis cet essor du réseau de chaleur qui couvre les besoins de chaleur pour un équivalent de 100 000 logements. C'est considérable. C'est derrière Paris le 2e réseau national en matière de distribution de chaleur. Mais c'est aussi Gaz Électricité de Grenoble, qui est donc association des collectivités villes de Grenoble, métropole, mais aussi d'Engie, et qui, dans ses différents métiers, produit des énergies renouvelables en quantité importante, historiquement de l'hydroélectricité. Mais depuis 2014, on a donné des consignes d'investissement pour qu'on ait une diversification des sources de production. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2022, Gaz Électricité de Grenoble produit l'équivalent de la consommation des ménages de Grenoble en électricité. Près de 350 gigawattheures par an sont produits à travers des filières hydroélectriques, je l'ai dit, éoliens, pas ici, mais dans des champs éoliens, photovoltaïques. En Isère, on a des installations, je peux citer l'installation de Suville, 5 mégawatts crête et qui va devenir 15 dans très peu de temps. Et donc, c'est pour vous montrer que nous sommes en capacité d'investir 15 mégawatts crête en photovoltaïque, c'est à peu près 15 millions d'euros. C'est pareil, c'est facile à retenir. Et donc, c'est pour vous montrer qu'on a des investissements significatifs d'ampleur grâce à ces outils locaux. On peut même dire qu'en 2022, nous avons estimé la contribution de cette production au bouclier social national, puisque finalement, cette production dont j'ai parlé évite des importations d'électricité quand nous en manquions au niveau national. Et si on fait le calcul entre la différence du prix garanti pour le modèle économique de ces systèmes de production et le prix du marché, eh bien, la CRE l'a calculé au niveau national, donc ça vous donne des milliards. Et pour la GEG, la contribution, c'est 34 millions d'euros pour l'année 2022 à ce bouclier finalement tarifaire au niveau national, ce qui est considérable en plus du bénéfice carbone, puisque si nous n'avions pas eu ces productions, il y aurait eu forcément de contribution de sources gaz pour produire cette électricité. D'autres outils sont aussi plus récents. Je veux parler de la société publique locale, Agence locale de l'énergie et du climat, qui est un acteur aux côtés des collectivités pour la rénovation thermique globale des copropriétés, des maisons individuelles, mais aussi des logements sociaux. Donc là, on voit tout l'intérêt d'avoir ce type de programme développé à des échelles de milliers de logements sociaux, des PME, le tertiaire. Donc on voit que les collectivités ont engagé des actions, subventionnent ces actions pour que le territoire fasse sa transition. La SPL, je citerai aussi OSE, qui est une société publique régionale qui permet des travaux de rénovation thermique globale sur les bâtiments publics, donc les écoles typiquement, mais toutes sortes de bâtiments publics, avec des réductions de facteurs 2 ou 3 des consommations d'énergie et évidemment avec aussi production d'énergie renouvelable. Donc c'est pour vous montrer qu'on n'est pas sur des choses, des cerises sur le gâteau, des petites choses marginales, mais bien sur des actions de transformation territoriale. Je peux vous citer par exemple, étant responsable de ce programme du parc des bâtiments publics de la ville, il faut savoir qu'en 15 ans, la demande d'énergie de ce parc a baissé de 40%. Quand je parle du parc de bâtiments, je parle aussi de l'éclairage public de la ville de Grenoble, 20 000 points lumineux, et des véhicules, 500 véhicules des services publics de la ville. Et bien, sur ce périmètre-là, on a réduit de 40% la demande énergétique grâce à des actions d'efficacité énergétique par l'investissement. Et aujourd'hui, on développe en plus de la sobriété, puisque tout le monde est sensible. Et du coup, là, on travaille sur les consignes de température. Et là encore, les résultats viennent de tomber hier, donc je peux vous en donner la primeur. 20% sur l'ensemble du parc de bâtiments, je ne parle que du bâtiment, en chauffage, c'est le résultat obtenu par les actions de sobriété, fixé à 19 degrés la consigne.
et parfois avoir des relances manuelles du chauffage dans certains bureaux quand c'est possible. Et donc, on voit que ces actions-là ne sont pas du tout marginales, sont significatives et je pense qu'elles sont porteuses de grands espoirs en réalité pour nos actions de transition. Je ne vais pas être plus long. En conclusion, ici, vous le voyez, la transition énergétique, ce n'est pas une vision théorique, c'est une vision pratique qui tient compte finalement plus globalement de réflexions de transition que nous menons dans le cadre de la théorie, par exemple, du donut. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression de plancher social, plafond environnemental, et donc essayer de, finalement, dans les limites planétaires, on voit qu'il y a là une discussion à multicritères en réalité. Ce n'est pas seulement le carbone, c'est aussi des matériaux, c'est aussi des ressources en eau, par exemple, et d'autres, éviter des pollutions chimiques et restaurer notre biodiversité. On voit toutes ces questions-là traversent aussi les débats concernant les stratégies énergétiques. Et nous avons bien sûr la volonté politique d'avancer avec ces outils, avec les entreprises qui sont engagées localement pour le climat, avec l'université, les écoles engagées comme la vôtre, tout un territoire mobilisé. Ce fut le cas l'année 2022 avec Grenoble Capitale Verte. Et l'objectif, c'est bien sûr de poursuivre encore plus et de réussir cette transition qui nous est chère et on l'a déjà amorcée. Je vous souhaite donc de très belles rencontres pour cette journée aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Voilà, tout est dit maintenant. De bonnes séances, de réflexion, des tables rondes, et bien évidemment, merci. Et merci à Monsieur Christo de nous avoir donné un peu d'espoir grenoblois.